moi, j'ai fait l'X et le corps des ponts, et une thèse en bioinformatique où en fait j'ai commencé par essayer de où je me suis intéressée en fait à des vidéos de cellules et aux méthodes d'apprentissage statistique ou machine learning pour analyser un peu ce que font les cellules quand on les expose à des perturbations chimiques et puis qu'on les filme. J'ai fait un passage en start-up et, euh, et un postdoc à San Francisco, où là je me suis intéressée aussi cette fois-ci à des images de cellules avec des approches de deep learning pour la découverte de médicaments. Et maintenant je suis à l'inspection générale des finances. Avant peut-être de plonger dans le sujet, je voulais peut-être resituer un petit peu les différents termes qu'on entend très souvent, machine learning, deep learning, intelligence artificielle, sciences des données, voilà, les uns par rapport aux autres. Donc, voici ma proposition pour essayer d'éclairer un petit peu, d'éclairer le débat. Donc, l'intelligence artificielle, c'est pas que le machine learning, c'est tout un ensemble de méthodes qui permettent disons, de rapprocher peut-être, pour l'instant un tout petit peu quand même, soyons honnêtes, la machine de quelque chose de plus intelligent, mais c'est pas que le machine learning. En ce qui concerne la science des données, c'est pas non plus que le machine learning ou les statistiques. En fait, la science des données, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement pluridisciplinaire. Hein. Y a des gens ici là qui ont parlé du fait d'être data engineer ou de s'intéresser au système d'information. En sciences des données, il y a bien une partie qui concerne tout ce qui est architecture des systèmes et ingénierie, d'où le terme data engineer. Et c'est un point essentiel pour s'assurer que on a bien un système de storage de stockage qui est robuste, qui ne perd pas de données, qui est mise à jour avec les bons flux, qui vont bien. Voilà, donc ça, c'est quand même clairement une des briques de sciences des données. Une fois qu'on peut considérer qu'on a cette brique, il y a également, avant toute analyse, hein, donc avant de passer à toute méthode sophistiquée ou pas, tout ce qui concerne le pré-processing, donc le nettoyage des données, mise en forme, peut-être étude ou simplement délétion des valeurs extrêmes. Et en parallèle de ça, tout ce qui est visualisation des données. Hein, parfois, vous entendrez les termes data vis, data visualisation. C'est vraiment tout ce qui concerne le fait de savoir mettre en exergue une ou plusieurs informations à partir d'infographies ou simplement de plots, de graphes, ce qu'il y a dans des données. Et enfin, une fois que ces étapes-là sont faites, et en fait là, je le présente de manière statique, mais la vérité, c'est que c'est un cycle. Hein, on va commencer à appliquer des méthodes pour voir ce qu'on peut faire dire aux données, des méthodes qui viendront des stats, des méthodes qui viendront du machine learning ou en français, on dit apprentissage statistique. Donc déjà, on sent bien qu'en fait, ici, il y a bien un overlap qui est quand même relativement conséquent. Et donc, en fait, on va commencer à appliquer des méthodes, utiliser des éléments de data vis pour les représenter, corriger quelque chose qu'on avait mal fait dans le pré-processing peut-être, puis y revenir. Et c'est un petit peu c'est ce cercle-là, finalement, que ce soit au sein d'une seule ou de plusieurs personnes, qui est la science des données. Là-dedans, le deep learning ou apprentissage profond, c'est un type de modèle de machine learning. Voilà. Et donc, aujourd'hui, en fait, je vais commencer par détailler ce qu'est un problème de machine learning. Donc, voilà, détailler un petit peu les 4 ingrédients d'un problème de machine learning. En deux, je vais présenter 2 exemples d'algorithmes de machine learning. Donc, le deep learning et donc l'apprentissage profond, les réseaux de neurones et les forêts aléatoires. Et en 3, je vous renverrai juste à l'origine, à l'IGPDE, la séance durait
3 heures. Donc là, on va juste faire cette partie avec les slides et puis après, je vous renverrai vers le TD qui est en ligne sur mon GitHub. Et puis, bien sûr, vous pourrez me poser des questions, enfin voilà, le faire et me poser des questions sur chat si vous en avez. Donc, qu'est-ce qu'un problème de machine learning? Eh bien, tout d'abord, un problème de machine learning, c'est une tâche. Donc, c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on cherche à faire. Donc, c'est ça. Donc, c'est une définition précise de l'objectif et de la tâche qui est à résoudre et pour laquelle on souhaite mettre en place. Eh bien, ouais. Excuse-moi de t'interrompre. Pour l'instant, on te voit à l'écran et on ne voit pas tes slides. Ah bon? Ah mince! On voit juste ton onglet de navigateur sur le Meet Google, mais pas les slides. Ah, merci. Alors, attends. Donc, comment est-ce que je fais? Voilà, attends. Merci. Hop, voilà, je repars. Bah, je vais mettre du coup un tiers screen. Hop. OK. Et donc là, normalement, du coup, là, vous voyez bien les slides? Ouais, c'est bien. OK. Donc du coup, je remonte juste. Voilà, c'était ça le blob. Donc intelligence artificielle, sciences des données, architecture, ingénierie, data viz, pré-processing, statistique, machine learning et deep learning. Voilà un peu comme je les positionne les uns par rapport aux autres et je pense que c'est globalement ça. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'un problème de machine learning? Deux exemples et puis un problème pratique que j'introduirai et puis que vous pourrez faire après chez vous si vous le souhaitez. Donc, merci de m'avoir dit. Donc, un problème de machine learning, c'est tout d'abord une tâche qu'on cherche à accomplir, puis une mesure de succès, c'est-à-dire comment est-ce qu'on sait si finalement eh bien, le modèle qu'on a mis en place, comment est-ce qu'on va mesurer si ça marche ou si ça ne marche pas, un type de modèle et enfin, la manière dont finalement on va apprendre, donc c'est-à-dire dont on va améliorer le succès du modèle du fait des données qu'on a. Donc, je disais, tout d'abord, une tâche, donc c'est vraiment la définition précise de l'objectif, donc de la tâche à résoudre, de la raison pour laquelle on souhaite faire ce modèle machine learning. Donc, il y a 3 types de problèmes en machine learning. Donc, il y a ce qui concerne l'apprentissage par renforcement, dont vous avez peut-être entendu parler. C'est ce qui arrive quand on apprend en mettant un agent, une machine, dans un environnement et où on apprend par échange avec l'environnement. Il y a le machine learning non supervisé et le machine learning supervisé qui distingue les cas où on a des exemples de ce que l'on souhaite et des cas où on n'en a pas. Je vais détailler juste voilà ce que c'est. Donc, l'apprentissage par renforcement ou reinforcement learning, c'est lorsque un programme interagit avec le monde et reçoit un gain. Et le but du programme est de maximiser son gain à long terme. Par exemple, on peut apprendre à marcher, donc placer un agent dans un terrain accidenté. Mais imaginez que là, c'est juste ici un petit, même pas humanoïde, mais bon, disons 2 jambes et un stick. Donc apprendre à marcher dans un terrain accidenté, c'est ce qui se passe ici dans cette vidéo. Je vous conseille d'aller sur YouTube et de taper Reinforcement Learning. Vous aurez des images assez drôles de ce que peut faire finalement un agent sous contrainte. Donc ici, là, on a un agent qui a des obstacles et son but, c'est d'aller le plus loin possible en horizontal. Voilà, et donc au fur et à mesure, avec son objectif, son gain d'aller le plus loin possible de manière horizontale, bah, il va apprendre à lever une jambe et à sauter par-dessus les obstacles. Un autre exemple d'apprentissage par renforcement qui a l'air plus directement utile, c'est par exemple d'apprendre à contrôler automatiquement la température d'entrepôt. Et donc ça, c'est ce que fait déjà Google sur une partie
sur une partie de leurs entrepôts de données. Cette fois-ci là, on laisse pas la machine apprendre from scratch parce que ce serait trop dangereux en fait de laisser une machine jouer comme ça avec la clim quand il y a des serveurs et puis des données potentiellement précieuses. Mais ce qu'on fait, c'est que dans ces cas-là, on apprend à partir d'un teacher. Donc en fait, la machine va apprendre à partir du comportement de l'humain par renforcement pour en fait améliorer et permettre des gains d'énergie sans en protégeant de la même manière les serveurs. Donc ça, c'est l'apprentissage par renforcement. À ma connaissance, il n'y a pas encore beaucoup d'exemples dans l'administration, mais il y en a certainement dont je n'ai pas entendu parler. Le machine learning non supervisé, maintenant, c'est lorsque personne ne connaît la solution. Donc, lorsqu'on a des données, donc je vois que j'entends une petite notification, il y a une question. Voilà, ici il y a un exemple, il y a une vidéo qui a été envoyée. Alors ça, c'est peut-être reinforcement learning walking. Moi, ce à quoi je pensais, c'était quelque chose comme ça. Donc, c'est-à-dire que vous mettez un agent. Voilà, moi je pensais à cet exemple-là. C'est-à-dire que le but, c'est d'aller le plus loin possible. Et donc, mais au début, l'agent ne sait absolument rien faire. Hop, voilà, je vous laisserai regarder. Et donc, je continue. Mais en tout cas, je vous conseille ces vidéos qui sont très amusantes. Donc, le machine learning non supervisé, hein, là, c'est lorsque personne ne connaît la solution. En général, le but, c'est de trouver un signal. Donc, par exemple, ici, le but, c'est de trouver la séparation en rouge. Et puis, tout ce qu'on a, nous, ce sont les points verts. Donc, ce sont tous des triangles. Et on n'a pas du tout d'idée sur les features qui pourraient séparer les individus en groupes ou des groupes préexistants. Par exemple, c'est ce qu'on avait fait dans une mission à l'IGF sur le schéma stratégique du numérique éducatif il y a 1 an. Donc ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait caractérisé les établissements scolaires par leur équipement, par leur connectivité, par des descripteurs pertinents pour ce qu'on cherchait de faire. Et ensuite, on avait automatiquement cherché à pouvoir obtenir des groupes d'établissements qui soient homogènes du point de vue de cette politique publique. Mais on peut imaginer pareillement que si on cherche à comprendre, par exemple, je ne sais pas quelles sont les entreprises qui recourent à un crédit d'impôt donné, eh bien, on fasse du machine learning non supervisé sur ces entreprises décrites par des éléments pertinents pour comprendre cette politique fiscale. On peut aussi, le machine learning non supervisé, donc ça dépend de l'angle d'attaque qu'on cherche à lui donner, mais peut aussi servir à détecter les anomalies. Donc là, on imagine qu'on a ici les triangles et avec 2 triangles ici qui sont loin des autres. Et ce qu'on cherche à trouver, c'est ici cette barrière qui nous indique l'endroit où en fait il est le plus probable qu'il y ait des points, donc probablement pas de la fraude, mais ici 2 points qui se trouvent en fait là significativement loin de là où on a estimé qu'il était probable qu'il y ait des points, et donc peut-être des fraudes. Après, en fonction du type de fraude que l'on cherche à détecter, on peut utiliser du machine learning non supervisé ou bien du machine learning supervisé. Et là, c'est le cas lorsque quelqu'un connaît la solution. Hein. L'idée de superviser, c'est qu'il y a une supervision. Et en l'occurrence, la plupart du temps, c'est une supervision humaine. On a donc des données labellisées, c'est-à-dire qu'un humain a dit ici c'est un chat, ça c'est une image de chat, et ça c'est une image de lion, c'est une image de lion. Donc on dispose ici de ces points de données et on sait que ce sont des étoiles. On dispose de ces points de données ici et on sait que ce sont des triangles. Et le but c'est que lorsque je fournis un nouveau point de données, par exemple ici ou ici, la machine puisse respectivement indiquer que c'est très probablement un chat et puis un lion.
Donc, par exemple, hein, si on veut prédire si une entreprise va faire défaut dans les 6 prochains mois, eh bien, on va utiliser du machine learning supervisé. Donc, on va décrire les entreprises à partir de caractéristiques pertinentes pour cette question de, eh bien, finalement, de situation de délicatesse économique. Et on va apprendre dessus pour pouvoir détecter les entreprises qui seront dans des positions similaires dans le futur. Il y avait aussi un projet à la DGFiP dont j'avais entendu parler. Ce serait lorsque un usager sur le site impôts.gouv.fr pose une question, en général, la plupart du temps, il ne sera pas le premier à la poser et on va pouvoir en fait classer ces questions dans eh bien, un nombre prédéfini de sujets. Et donc, là, par exemple, ce serait du machine learning supervisé. Donc, à partir d'une question d'un usager, eh bien, pouvoir directement dire cette question concerne, j'en sais rien moi, la case 2042 6D. Voilà. Et donc, du coup, à partir de ça, on peut peut-être proposer une réponse à l'agent qui lui permettra de traiter plus rapidement cette question facile et déjà vue sur la case 2042 6D. Voilà. Et maintenant, un petit peu de vocabulaire en lien avec le machine learning supervisé, qui sera le type qui sera l'exemple que je reprendrai au cours de cette présentation. Donc, comme vous avez compris, moi j'ai fait pas mal d'images et de vidéos de cellules, donc on va prendre un exemple venant de là. Et donc on va imaginer qu'on est face à des images de cellules qui sont exposées à différentes doses de médicaments. Et pour chaque cellule, en fait, on va mesurer 600 descripteurs. Et donc le but, pour chaque image, si on souhaite prédire si les cellules répondent au traitement, ce sera pour chaque image, on va donc prédire 0 ou 1. Donc c'est de la classification binaire, oui ou non. C'est pareil que prédire chat ou lion, donc ça c'est de la classification binaire. Maintenant, si on souhaite prédire quelle est la dose d'exposition des cellules, dans ce cas-là, c'est une régression. Quand je parle de descripteur ici, mesuré par cellule, ça va être par exemple l'aire cellulaire, l'intensité cellulaire, etc. Et puis, pour une image, on va prendre par exemple la moyenne. Si on imagine si je considérais ici par exemple des entreprises, la réponse pourrait être ont-elles fait appel à ce dispositif de crédit d'impôt oui, non. On pourrait vouloir, par exemple, en fonction des entreprises qui ont fait appel l'année dernière, prédire celles qui y feront appel l'année d'après et ainsi estimer à partir des caractéristiques des entreprises eh bien, le montant de la dépense fiscale, ou on pourrait vouloir, donc ça c'est donc la classification binaire, oui, non, ou on pourrait vouloir prédire eh bien, peut-être par exemple le montant de crédit demandé. Et pour utiliser ça, on va utiliser des descripteurs de ces entreprises qui seront peut-être eh bien, le salaire moyen par tête, j'en sais rien, l'excédent brut d'exploitation, enfin voilà, ce qu'on appelle donc des descripteurs. Donc ici, chacune de ces lignes est un point ou un data point. Et donc ça peut être une image, ça peut être une entreprise, ça peut être un usager, ça peut être beaucoup de choses. Ici, donc comme je disais, c'est ce qu'on appelle des descripteurs, ou ce qu'on appelle parfois des features en anglais, mais parfois aussi en français, parce que comme vous l'avez peut-être sûrement vu dans vos lectures, il y a pas mal de mots de l'apprentissage statistique qui viennent de l'anglais, et en fait on les utilise en tant que tels. Et ici, ce qu'on cherche à prédire, c'est ce qu'on appelle le label ou l'output, donc Y. Hein. Donc ici on a X, et ici on a deux exemples de Y possibles. Et après, on va chercher à comparer ce Y, l'Y qu'on a observé, avec ce qu'on va prédire, qu'on note en général Y chapeau. Donc voilà, ça c'était un petit peu de vocabulaire. Est-ce que c'était clair ? Bon, s'il n'y a pas de questions, Oui.
Oui, ok, super. Merci. Ok, donc je continue. Ensuite, un problème de machine learning, c'est aussi une mesure de succès. Donc là, on a vu qu'il y avait Y et Y chapeau. Donc, il faut qu'on puisse dire quand ça marche et quand ça ne marche pas. Et d'ailleurs, donc en général, plutôt que de définir une mesure du succès, en fait, on va définir une mesure d'erreur. Et ce qu'on va chercher à faire, c'est de minimiser cette mesure d'erreur. Donc, par exemple, je reviens sur mon problème de régression. Donc ici, par exemple, j'ai mis l'intensité cellulaire moyenne sur l'image et ici la dose de médicaments. Mais encore une fois, ça pourrait être, par exemple, le salaire moyen par tête et la dépense fiscale correspondant à cette entreprise. Et donc, dans ce cas-là, eh bien, la mesure d'erreur, ce sera simplement la différence au carré entre Y et Y chapeau, donc entre la vérité et ce que le modèle prédit. Dans le cas de classification binaire, on va ici prendre une loss qui s'appelle negative log likelihood ou cross entropie, où on voit ici que en fait, si Y vaut 1, eh bien, ce sera moins le log de Y chapeau. Donc, si Y chapeau vaut 1, eh bien, on a bien l'erreur qui est à 0. Et réciproquement, si Y vaut 0, on aura moins log de 1 moins Y chapeau. Et donc, on va pareil chercher à ce que Y chapeau tende vers 0. Donc ici, dans le cas de classification binaire où Y vaut soit 0 ou soit 1, on va chercher à minimiser cette erreur qui va pousser Y vers Y chapeau. Ok, donc ça c'était pour... Donc maintenant on a un objectif et on sait mesurer le succès par rapport à cet objectif, ou plutôt l'erreur, mais c'est quand même relativement équivalent. Et donc le troisième ingrédient pour un problème de machine learning, c'est de dire de choisir un type de modèle. Donc c'est de choisir finalement notre arme pour répondre à cette tâche et cette mesure de succès. Donc en fait, de manière un petit peu plus formelle, quand on dit choisir un type de modèle, c'est choisir en fait ce qu'on appelle l'espace des hypothèses, donc ici H ronde, ou hypothesis space, c'est-à-dire la classe de modèle. Parce que l'étape ensuite, ce sera d'apprendre, donc de trouver le meilleur modèle par rapport à nos données. Mais pour trouver le meilleur, il faut dire où on le cherche. Et bien, c'est exactement ce à quoi répond cet ingrédient-là, c'est-à-dire qu'on va dire où on cherche la meilleure solution possible. Donc, je reprends mon exemple de régression. Eh bien, on peut dire que, par exemple, on va trouver une... juste un instant, excusez-moi. Pardon. Donc, par exemple, ici, donc, je reprends ces points. On peut se dire, bon, globalement, j'ai l'impression qu'une droite, une droite, ça marche plutôt bien. Donc, je vais dire que je vais chercher les fonctions de la forme ax plus b, donc ici où x est l'intensité cellulaire moyenne, telle que ax plus b soit égale à la dose de médicaments. Donc ça, par exemple, c'est un exemple de classe de modèle. Je vais prendre les fonctions linéaires. Mais je pourrais aussi prendre les fonctions paraboliques, donc aller jusqu'à 2 et puis dire, en fait, ce que je vais chercher, ça va être les fonctions de la forme ax2 plus bx plus c, donc où x, c'est toujours l'intensité cellulaire moyenne, telle que, en choisissant a, b et c, telle que, globalement, ax2 plus bx plus c soit égal à la dose de médicament. Je peux aussi me dire, bon, là, ça a l'air pas mal, mais je sais pas, là au bord, ça s'éloigne. Je pourrais prendre une régression linéaire d'ordre 4. Je pourrais prendre aussi une régression linéaire d'ordre 10. Bon, est-ce que quelqu'un voit le problème qu'il y a à comme ça augmenter le degré maximal du polynôme? Quel est l'inconvénient de ce que je suis
en train de faire là. Voilà, exactement. Donc c'est ce que nous a dit, c'est ce que nous dit Christine ici, c'est que en fait ce que je suis en train de faire là, et d'ailleurs là on voit bien que même si ça se rapproche beaucoup des points, on sent bien qu'ici entre à 0,1, eh bien la dose de médicament, à moins que ce soit un médicament très particulier, mais on ne va pas rentrer là-dedans, il y a très peu de chances qu'elle soit égale à, je n'en sais rien, 17. Ça s'appelle l'overfitting, ou en français, le surapprentissage. Et donc ça, c'est vraiment un point extrêmement important, je pense, quand on commence à faire du machine learning, surtout maintenant où tout est disponible sur étagère, et puis c'est facile, c'est très facile à mettre en place, puis tout d'un coup, waouh, c'est super, ça marche vraiment bien. Donc je vais insister là-dessus parce que c'est très important. Mais donc quand on fait du machine learning, le but, c'est d'apprendre un modèle qui a une faible erreur sur tout jeu de données similaire au jeu de données utilisé. Donc quand je dis tout jeu de données similaire, ce qu'il y a derrière, c'est l'idée que quand je tire des données, je les tire d'une certaine distribution, une distribution de probabilité. Et donc en fait, moi, ce que je voudrais, c'est minimiser l'erreur, mais en fait, en espérance, sur tout jeu de données possible que je tirerai de cette même distribution. Alors bien sûr, en général, on n'a pas accès à les distributions, mais donc c'est pour ça qu'on va utiliser d'autres solutions et qu'on ne peut pas, en général, directement minimiser l'espérance de l'erreur. Mais c'est bien ça le but. Et donc, en particulier, si j'apprends et que si j'apprends par cœur les données sur lesquelles je suis en train d'entraîner mon modèle, ben, ça marchera très bien sur ces données-là, mais ça marchera très mal sur d'autres données. Donc, c'est ça le surapprentissage. Okay, donc, le surapprentissage, c'est ici exactement ce qu'on voit là. Lorsque, en fait, ici, donc, on a en bleu l'erreur d'entraînement. Okay, donc, par exemple, ici, j'ai mis l'erreur du modèle en fonction du degré de fonction polynomiale. Hein, donc, c'est ce que j'ai montré sur sur les graphiques précédents. J'augmente le degré de ma fonction polynomiale, et ben, au bout d'un moment, je vais bien réussir à arriver à 0. Sans problème, en fait, je suis en train donc d'apprendre par cœur mon ensemble d'entraînement. Par contre, si j'ai bien mis de côté, hein, et c'est bien ça qu'il faut faire, si j'ai bien mis de côté ici un ensemble de tests, je vois que sur cet ensemble que le modèle n'a pas vu, je suis en train d'avoir l'erreur qui remonte. Et donc du coup, hein, on a vraiment envie d'éviter ce régime où en fait on est en train d'apprendre par cœur eh bien, les données d'entraînement. Et donc pour l'éviter, ce qu'on fait, c'est qu'on fait de la validation croisée, ou en anglais cross-validation. Et pour faire ça, alors je prends l'exemple simple, on va séparer les données en deux, un ensemble d'apprentissage ou training set, et un ensemble de tests ou test set. Et cet ensemble de tests, en fait, il ne sera jamais vu par le modèle lors de l'entraînement, mais il servira après à évaluer en fait l'erreur que ferait ce modèle si, et ben, notamment si je tirais un nouvel échantillon de cette distribution à laquelle je n'ai pas accès, et ce que ça donnerait. Mais donc ça, c'est très important parce que, par exemple, souvent, si j'imagine des administrations comme la DGFiP ou les douanes, où on va peut-être, par exemple, déployer des systèmes qui vont être au contact avec les usagers. Le but, c'est pas d'apprendre par cœur les données qu'on a labellisées, c'est que lorsque des nouveaux usagers vont poser des nouvelles questions, ça se comporte bien. Donc c'est vraiment ça l'importance de se garder un peu cet ensemble très précieux de tests pour vérifier que, pour simuler en fait le fait qu'il y ait des nouveaux usagers qui posent des nouvelles questions. Mais ça peut être des nouvelles fraudes, ça peut être, voilà, ça dépend du problème qu'on est en train de résoudre, mais c'est crucial. Donc en pratique, ce qu'on fait, hein, c'est pas on sépare en deux ensembles. En fait, en général, on sépare en K ensemble avec K égale 10.
Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va répéter k fois, on va apprendre sur 1, etc. jusqu'à k-1 et prédire sur k. Alors, le sous-apprentissage ou underfitting, ça existe aussi. C'est quand ici, par exemple, je suis là. C'est quand, cette fois-ci, les erreurs d'entraînement et de test sont élevées. Mais bon, ça, en général, on le repère assez facilement. C'est que le modèle est globalement mauvais partout. Lorsqu'on a des modèles avec des hyperparamètres, dans ce cas-là, on va avoir besoin d'un troisième ensemble qu'on appelle ensemble de validation. Pourquoi ? Encore une fois, l'idée, c'est de pouvoir estimer l'erreur du modèle sur un jeu de données qu'il ne connaît en aucune manière. Donc, si j'utilise juste deux ensembles, un ensemble de train et un ensemble de test, et que je choisis les hyperparamètres du modèle sur le test, et bien dans ces cas-là, en fait, et que ensuite je vous dis, mon erreur c'est de 2% par exemple, en fait ce sera optimiste parce que j'aurai choisi le meilleur hyperparamètre par rapport à cet ensemble de tests. Donc ce qu'il faut faire dans ce cas-là, c'est ce qu'on appelle la double validation croisée. Donc j'ai train, validation et test. Train, sur le train, j'entraîne. Sur la validation, je choisis le meilleur hyperparamètre. Et sur le test que le modèle n'a jamais vu ni d'Ève ni d'Adam, je vous dis, eh bien voilà, sur un jeu de données jamais vu, voici l'erreur. Et là, normalement, ce n'est pas particulièrement optimiste, ça devrait être pas trop loin de la moyenne de la vraie erreur. OK. Il y a un phénomène qui a été découvert assez récemment que je voudrais ici souligner vraiment en passant, c'est ce qu'on appelle le phénomène de double descente, et donc qui a été pour la première fois mentionné dans un papier en 2018. Donc le phénomène de double descente, c'est lorsque en fait eh bien, il y a autant de paramètres dans le modèle qu'il y a de points de données. Et en fait, dans ces cas-là, on va avoir la courbe de test ici qui, de l'autre côté du moment où il y a autant de paramètres que de points de données, qui va redescendre et qui va en général atteindre un niveau plus bas ici que le meilleur niveau dans le régime classique. C'est pour ça qu'on appelle ça double descente, parce que ça fait deux collines en fait ici. Et en général, ça c'est quelque chose qu'on observe quand notamment on fait des réseaux de neurones très profonds sur des petits jeux de données. Le paradigme classique du machine learning, ça reste celui-là, et il faut contrôler et vérifier qu'on ne fait pas de l'overfitting. Mais si vous voulez aller plus loin, je vous conseille de lire cet article très intéressant. Ici, donc on était ici dans cette partie en train de discuter de choisir cet ensemble, cette classe, c'est l'espace des hypothèses, donc grand H, ici, que j'ai représenté ici par ce blob. Et quand on choisit grand H, eh bien, il va y avoir un compromis entre le biais et la variance de cette famille de modèles grand H. Donc, ici, j'ai noté H étoile comme le meilleur modèle que je pourrais jamais obtenir pour ce problème sur ces données, en cherchant une solution dans cet espace. Mais en général, je ne vais pas forcément tomber dessus. Okay, ce n'est pas parce qu'il y a le meilleur qu'on a l'algorithme d'apprentissage pour trouver le meilleur. Donc en général, c'est pour ça qu'on va noter H chapeau, la solution qu'on trouve. Et en fait, la différence d'erreur entre H star et H chapeau, c'est ce qu'on appelle la variance. C'est en fait la variance, la variance de l'espace d'hypothèse pour ce problème, c'est-à-dire en fait
l'espérance de la différence des erreurs entre le meilleur et ce que je trouve. De l'autre côté, il y a le biais. Si ici, ça c'est la vérité, donc c'est-à-dire vraiment eh bien, le modèle, ce qu'on appelle la ground truth, qui a généré mes données, à moins que H ne contienne eh bien, finalement la vérité, il va y avoir une différence entre l'erreur de H étoile et l'erreur de l'oracle, finalement, l'erreur de la ground truth. Et cette différence ici entre les erreurs du mieux que je puisse faire ici dans mon espace d'hypothèse et finalement de la vérité, c'est ce qu'on appelle le biais. Et donc, ce qu'on voit, c'est que en fait, quand on va augmenter la capacité de H, donc par exemple sur l'exemple que j'ai pris tout à l'heure, quand on va augmenter le degré polynomial, le degré de la fonction polynomiale, on va augmenter la capacité de grand H, c'est-à-dire que je pourrais représenter des fonctions de plus en plus diverses au fur et à mesure que j'augmente le degré. Voilà. Mais donc du coup, je diminue le biais, c'est-à-dire l'erreur systématique que je fais entre la meilleure solution dans grand H et la vérité. Par contre, quand j'augmente la capacité de H, je vais aussi augmenter la variance, c'est-à-dire que potentiellement, je vais augmenter en fait la différence qu'il va y avoir entre ce que je peux trouver au sein de H et la meilleure solution, tout simplement H étoile au sein de H, tout simplement parce que eh bien, il y a plus de solutions au sein de ce grand H. Voilà, et donc ça, c'est l'idée très importante du compromis entre biais et variance, c'est-à-dire que on peut avoir le sentiment qu'il vaut mieux maximiser ici la capacité de H, donc par exemple prendre une fonction de degré 100. Donc si je fais ça, effectivement, je vais diminuer le biais, mais par contre, ma variance va être très très élevée. C'est-à-dire que j'aurai besoin de beaucoup plus de points pour, eh bien, finalement, pour être sûr que j'ai bien trouvé une fonction qui tient la route. Donc voilà, et donc ça c'est lié aussi, donc ça c'est lié au phénomène de sous-apprentissage sur apprentissage, parce que plus mon H est grand et plus eh bien, je vais avoir de facilité, je vais avoir la capacité pour apprendre par cœur mon jeu de données, et plus je dois faire attention. Mais d'un autre côté, plus le H est petit, et plus le biais va être grand, c'est-à-dire que ma distance entre le mieux que je puisse faire dans cet espace sur ce problème et la vraie vérité, eh bien, va être grand. Voilà. Et enfin, donc là, on arrive au dernier ingrédient. Donc pour l'instant, on avait un but, une erreur et un espace où on a choisi donc eh bien de faire vivre notre solution. Et donc, c'est ici. Donc, on a une tâche et ses données, x, y. Donc, je prends un exemple supervisé. Une mesure d'erreur et un espace d'hypothèse. Et maintenant, ce qu'on va faire pour apprendre, c'est que, eh bien, on va faire appel à des méthodes d'optimisation pour minimiser l'erreur empirique, c'est-à-dire trouver le H dans cet espace grand H qu'on a choisi, qui minimise en fait la somme des erreurs entre H de xi et yi. Et donc là, les erreurs, par exemple, ça peut être ce qu'on a dit, les différences H de xi, yi au carré, ou ça peut être le négatif, enfin la cross-entropie binaire, comme j'ai dit tout à l'heure, dans le cas d'un problème de classification binaire. Ok. Donc maintenant, je vais donner deux exemples un peu d'espace grand H. Hein, donc là, on a dit qu'on avait, je reprends ici juste, donc on a une tâche
et des données. Si on n'a pas de données, c'est moins bien. Une tâche, une mesure de succès, un type de modèle et un apprentissage. Donc là où on va minimiser l'erreur pour trouver le bon petit tâche. Et donc, maintenant, je vais donc donner 2 exemples de familles de modèles possibles. Mais donc, tout ça, c'est bien dans le framework que j'ai décrit dans la partie précédente. Là, ici, il n'y a rien de nouveau. C'est juste, je vais expliciter 2 exemples d'ensemble grand H où je pourrais choisir de chercher une solution. Donc, premier exemple, les forêts aléatoires ou random forest. Donc, si on a une forêt, on va commencer par un arbre. Ce qui fait l'arbre dans la forêt aléatoire, c'est plus précisément un arbre de décision. Donc, les arbres de décision, ils peuvent faire de la classification, ils peuvent faire de la régression. Ce n'est pas quelque chose qui est particulièrement récent. Et donc, on peut imaginer que il y a certains problèmes qui vont se mettre facilement sous la forme d'un arbre de décision. Par exemple, ici, il s'agit de savoir si on doit classer une personne dans normal, risqué ou malade en fonction de différentes caractéristiques de son âge, de son état de santé et puis de ses habitudes de vie. Donc ça, là, on voit assez facilement que un arbre, c'est facile d'usage. Donc là, je commence avec l'âge, si la personne est moins de 55 ans, si elle fume, pas bon. C'est facile à interpréter aussi. C'est facile à implémenter et c'est relativement rapide. Donc tout ceci en font quelque chose d'assez pratique. Donc, comment est-ce qu'on construit un arbre de décision? Donc, tout simplement, soit mes données x1, y1, xn, yn. Donc, je décris mon point de données par des features ou des descripteurs, c'est ici ce que ça veut dire, et y vaut soit 0, soit 1, donc c'est un problème de classification binaire. Soit il n'y a qu'une seule classe dans D, c'est-à-dire que tous les y valent soit 0, soit tous les y valent 1. Dans ces cas-là, j'ai fini. Si, donc il y a, j'ai oublié de dire ça, pardon, un critère d'arrêt qui est le nombre de points de données qu'il va y avoir dans une feuille. Ici, ça, c'est ce qu'on appelle les feuilles de l'arbre, c'est-à-dire tout au bas du parcours de décision, donc c'est-à-dire tout en bas des branches. Et il y a un critère d'arrêt qui est le nombre de points de données qu'il y a au minimum dans une feuille. Donc si ici j'ai atteint ce critère d'arrêt, je m'arrête. Sinon, je vais trouver la meilleure feature grand F, donc entre 1 et D, et la meilleure valeur petit f, qui permettent de séparer mes données grand D en 2 groupes les plus homogènes possibles du point de vue de la classification. Et après, je reprends au point précédent avec l'ensemble, on pourrait dire, des primes où tous les xf sont inférieurs ou égaux à f, et ensuite je reprends avec l'ensemble des secondes où tous les xf sont strictement supérieurs à f. Donc là, j'ai simplement donné une recette. Donc par exemple, si j'arrive ici, je vais trouver le meilleur descripteur. Donc ici, c'est l'âge et la meilleure coupure. Ici, c'est la valeur 55, telle que, en fait, ici, les groupes soient les plus homogènes possibles du point de vue des classes. Et une fois que j'ai fait ça, eh bien ici, je me repose la même question. Quelle est la meilleure feature et la meilleure valeur de séparation pour que je puisse séparer ici mes données de personnes ayant un âge supérieur ou égal à 55 ans en 2 groupes les plus homogènes. Et ici, visiblement, soit c'était pur, soit il n'y avait plus assez de points de données pour continuer plus bas, mais on est arrivé à une feuille. De l'autre côté, par contre, on continue et il va y avoir 3 autres features qui vont entrer en jeu. Alors, du coup, là-dedans, il y a quand même quelque chose que je n'ai pas détaillé pour l'instant, c'est... et la prédiction d'une feuille, c'est la majorité des classes de la feuille.
il y a quelque chose que ici j'ai pas dit, c'est comment est-ce qu'on trouve la meilleure feature grand F et la meilleure valeur petit f. Et bien pour ça, en fait, il y a différents indicateurs qui mesurent la pureté d'un nœud, et notamment un qui est très fréquent, c'est le critère de Gini. Je vais pas rentrer là-dedans en détail, mais simplement ce critère, en gros, et même de manière complète, il vaut 0 lorsqu'il y a une seule classe dans une feuille, et plus en fait il y a de classes différentes, pas forcément une feuille, mais ça peut être un groupe à un endroit donné, et plus ce critère de Gini va augmenter. Et donc en fait ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher à trouver la meilleure feature et sa meilleure valeur pour avoir en fait des groupes les plus purs possibles du point de vue de la classe. Et c'est ça qui permet à la fin, quand on est arrivé à une feuille, de prédire en utilisant la majorité des classes de la feuille, parce que toutes les branches et tous les branchements qu'on a décidés jusque-là, c'était pour obtenir les feuilles les plus pures. Une autre possibilité, c'est de choisir l'erreur de classification par rapport à la majorité de la feuille. Donc, qu'est-ce qui se passe si on décidait, c'est pas les feuilles, c'est par rapport à la majorité du groupe, qu'est-ce qui se passe si on décidait ici de dire que c'était une feuille, donc si on décidait ici de classer en utilisant le vote et la majorité, quelle erreur on aurait. Et donc en fait, on va du coup choisir la meilleure feature et la meilleure valeur de cette feature pour qu'on ait l'erreur de classification minimale dans les deux groupes que l'on sépare. Ok, donc maintenant on a défini un arbre, donc on peut construire une forêt. Les forêts aléatoires, ça pour le coup c'est plus récent, et ont été introduites par Breiman en 2001, et c'est ce qu'on appelle une méthode d'ensemble, parce que ce qu'on va faire, c'est qu'on va entraîner plusieurs arbres, et pour prédire la classe d'un point de données, eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire voter tous les arbres, c'est-à-dire qu'on va faire descendre le point de données dans chacun des arbres, et on va prendre le vote de la majorité. Et si c'est une régression, eh bien, on va faire passer le point de données dans tous les arbres, dans tous les regression trees de la forêt, et on va prendre la moyenne. Ça, on le fait, je donne des détails, en entraînant chaque arbre sur un jeu de données tiré au hasard avec remplacement parmi les données d'entraînement. C'est ce qu'on appelle faire du bootstrap. Okay, donc la construction d'un échantillon bootstrap, c'est je tire un jeu de données au hasard avec remplacement. Donc il peut y avoir des doublons parmi mon training set, et j'entraîne mon arbre dessus. Chaque arbre va être mis au pot commun, entre guillemets, dans la forêt. L'autre détail, c'est que il y a un sous-échantillonnage des features à chaque nœud de chaque arbre, c'est-à-dire qu'en fait, on ne va pas laisser toute latitude ici pour chercher la meilleure feature grand F dans toutes les features de 1 à D, mais on va restreindre les possibilités. Et en fait, ça, c'est intéressant. Pourquoi ? Eh bien, parce que ça va diminuer la variance du modèle d'ensemble. En effet, un arbre de décision, je reprends ici l'exemple, un arbre de décision, c'est un modèle qui a un biais petit et potentiellement une variance élevée, c'est-à-dire que ici, en fait, je peux être très 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 précise, et j'ai énormément de latitude. En fait, mon modèle a énormément de capacité, de degré de liberté pour décrire parfaitement les données. Donc, si je prends un arbre de décision tout seul, ça a un biais faible, c'est-à-dire que potentiellement, en fait, je vais pouvoir trouver le meilleur modèle, je vais pouvoir être pas très loin de la vérité en restant dans mon espace grand H, mais ça a une variance élevée. C'est-à-dire que je vais courir le risque, eh bien, simplement si je laisse mes feuilles descendre jusqu'à un seul point de données, par exemple, d'apprendre par cœur mon ensemble d'entraînement. Ce que fait
le fait qu'on fasse un sous-échantillonnage des features, voilà, mince. Ce que fait le fait de faire un sous-échantillonnage des features plus un vote d'ensemble, ça va diminuer cette variance. C'est-à-dire que en fait, le fait de mettre tous ensemble tous ces arbres qui chacun peuvent avoir beaucoup de variance, mais de moyenner, en fait, si vous voulez, quelque part, ça va permettre de moyenner le bruit qui a été introduit dans chaque arbre, et donc en fait va permettre d'avoir des modèles qui vont à la fois avoir un biais petit, mais également une variance qui va être petite, donc un très bon algorithme sur étagère. Ok, donc on va passer maintenant. Donc ça, c'était un exemple de famille grand H, donc les forêts aléatoires. Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui parlait d'avoir utilisé du gradient boosting. Là, c'est un autre type de méthode qui vont utiliser des arbres, cette fois-ci de manière séquentielle, de manière à ce que chaque modèle puisse se concentrer sur les erreurs du modèle précédent. Ici, dans une forêt aléatoire, à la différence du boosting, en fait, je peux apprendre chaque arbre en parallèle. Chaque arbre est indépendant des autres. Voyons maintenant, donc on a forêt aléatoire, on a parlé des possibilités de faire du boosting. Un troisième exemple de famille d'algorithmes, les réseaux de neurones, qui peuvent être profonds ou pas, donc en anglais neural networks. Parfois on dit deep learning pour vous dire apprentissage profond. Donc c'est donc une famille de modèles de machine learning et qui ont eu beaucoup de succès récemment et aujourd'hui, qui sont vraiment state of the art, donc c'est vraiment l'état de l'art pour traiter notamment les images et le langage naturel. Et là, je vais, il y a le lien dans les slides, mais je vais vous passer des extraits des slides d'Hugo Larochelle, donc qui est professeur à l'université de Sherbrooke et chercheur chez Google Brain, pour détailler rapidement un peu les réseaux de neurones. Voilà, donc normalement vous êtes passé sur d'autres slides grises. Donc on va rester ici là dans sa description dans des architectures assez simples. Donc l'architecture la plus simple, ce qu'on appelle feed-forward, donc les réseaux de neurones simples. D'abord, qu'est-ce qu'un neurone? Eh bien, un neurone, c'est finalement, on peut voir ça comme un modèle. On peut voir ça comme un modèle en lui-même. Il va prendre en entrée, là aussi, un vecteur de taille D, comme tout à l'heure, donc x1, etc., jusqu'à xd. Il va le multiplier, donc ça va être simplement une fonction linéaire, une fonction linéaire de ce vecteur en entrée, plus un biais. Ça, c'est ce qu'on appelle la préactivation du neurone. Donc, A de x est égal à B plus la somme des WIXI. Et en sortie, on va utiliser ce qui est appelé une fonction d'activation pour sortir h de x est égal à g de cette préactivation. Donc, et g, la fonction d'activation, je vais en donner des exemples, c'est une fonction non linéaire. Et donc, en fait, ce que fait un neurone, et lorsqu'on dit qu'on a une couche d'un réseau de neurones, eh bien, ça va être simplement un certain nombre de neurones côte à côte. Ce qui se passe, c'est la séquence fonction linéaire, fonction non linéaire. Donc, prenons un exemple. Donc, ici, on a D égale 2. Donc, ici, j'ai x1. Ici, j'ai x2. OK ? Ici, j'ai le vecteur W. Donc, ça veut dire que, en fait, ce qu'on va... Ce qui va être la préactivation, c'est donc W1x1 plus W2x2 plus B.
Et ici, je vais avoir y qui est égal à g de w1x1 plus w2x2 plus b. Et ici, en fonction de la forme, par exemple, si on a ici une fonction qui est... non, justement, comme ici, on voit que c'est entre moins 1 et 1, voilà. Si on a une fonction qui est, par exemple, la tangente hyperbolique, eh bien, ce qu'on voit, c'est qu'on va faire passer w1x1 plus w2x2 plus b par la fonction hyperbolique. Donc, on va avoir ici quelque chose qui est bien entre moins 1 et 1. Quelque chose qui est entre moins 1 et 1. Hop, et ici, avec b qui change l'endroit où se positionne finalement le passage entre moins 1 et 1. Donc ça, c'était un neurone. Maintenant, ici, on va mettre 2 neurones. Donc ici, j'ai mon premier neurone qui fait ça, l'autre neurone qui fait ça, et là, si je fais la différence, je vois que je peux faire finalement cette fonction qui vaut moins 1 avant ici cette falaise, et qui vaut plus 1 entre les deux falaises, et puis qui vaut de nouveau moins 1. Ok. Et donc maintenant, si j'ai ici un input de dimension 2 et puis que j'ai 4 neurones, je vois que finalement, en sortie, je vais réussir à faire quelque chose qui ressemble à une sorte de gaussienne, en fait, en me débrouillant bien pour combiner ici y1, y2, y3, y4. Et de manière plus générale, eh bien, je vais pouvoir, si je prends beaucoup de neurones, les combiner de telle manière à faire une région, enfin à séparer l'espace en deux régions, la région 1 et la région 2, de manière complètement arbitraire. Et en fait, ça nous amène au théorème d'approximation universelle, qui date de 91, selon lequel un réseau de neurones avec une seule couche cachée, hein, donc ici c'est cela que l'on appelle la couche cachée, puisque finalement en entrée on voit X, en sortie on voit Z, mais Y on ne le voit jamais, donc c'est ce qu'on appelle la couche cachée, avec une sortie linéaire, peut approcher toute fonction continue de manière arbitrairement bien, étant donné assez de neurones cachés, donc c'est-à-dire étant donné ici assez de neurones. Et ça s'applique pour les fonctions d'activation ça s'applique pour beaucoup de fonctions d'activation, ça peut être sigmoïde, tangente hyperbolique ou beaucoup d'autres. Et comme précisé ici, c'est comme tout à l'heure, quand on avait H étoile et H chapeau, c'est pas parce qu'on sait que H étoile existe, donc ici en l'occurrence, c'est pas parce qu'on sait que on peut approcher arbitrairement bien toute fonction continue étant donné assez d'unités, assez de neurones dans la couche cachée, qu'on sait comment la trouver. Hein, donc voilà, petit point. Et donc, de manière générale, qu'est-ce qu'un réseau de neurones avec L couches cachées? C'est ceci. En entrée, on va avoir, j'ai toujours mon entrée x1, etc., xj, xd. Et après, je vais simplement avoir une séquence de couches, où à chaque fois, la préactivation de la couche K strictement supérieur à 0, ça va être un biais plus un produit matriciel fois la couche d'avant. Okay. Et ensuite, l'activation de cette couche cachée, ça va être la composition avec la fonction d'activation G. Et pour la sortie du réseau de neurones, on va utiliser une fonction d'activation cette fois-ci spécifique qui sera détaillée par la suite et qui permet en fait, lorsqu'on fait de la classification, de ramener la sortie du réseau de neurones à quelque chose qui somme à 1 et donc peut
être comparé à la probabilité d'être dans telle ou telle classe. Donc, quelques exemples de fonctions d'activation. Il y a par exemple la fonction sigmoïde entre 0 et 1, ou encore la fonction hyperbolique, enfin tangente hyperbolique, pardon, entre moins 1 et 1 que je montrais tout à l'heure. Il y a la fonction relue pour Rectified Linear Activation Function, qui vaut en fait le maximum entre 0 et A. Donc, lorsque A est négatif, ça vaut 0, et puis ensuite, ça vaut tout simplement A. Et enfin, lorsqu'on cherche à faire de la classification multiclasse, on aimerait bien, déjà il faut une sortie qui soit de la taille du nombre de classes, et puis on aimerait bien estimer la probabilité que, Y soit égal à une classe donnée étant donné le X, et donc pour ça en fait, on va utiliser la fonction d'activation softmax qui va être strictement positive et qui va sommer à 1, donc en fait, ça ressemble pas mal à une probabilité, et donc du coup, c'est la classe prédite sera celle qui sera celle avec la probabilité estimée la plus grande. Oups, hop. Voilà, donc là ici j'ai remis cette architecture, et en fait il y a certainement, même si maintenant c'est assez loin, et je pense qu'il faut pas nécessairement s'appuyer dessus outre mesure, mais on peut mentionner peut-être une inspiration biologique dans la construction des réseaux de neurones, enfin, d'où le nom réseau de neurones. Et ici, ce que vous avez, c'est une image du cortex visuel. Et ce qu'on voit, c'est qu'en fait, on a une intégration au fur et à mesure que, ici, on va de l'œil vers ici la structure qui va prendre les décisions. On va passer de formes visuelles simples, des tranches, des flûtes. Des coins, voilà, des coins, à un groupe de features intermédiaires, et puis finalement des descriptions d'assez haut niveau des objets. Donc ici, des tranches, des coins, ici des formes intermédiaires, et puis ici, une fois qu'on intègre tout cela, cela peut former un visage. Et en fait, lorsqu'on prend un réseau de neurones, donc là, convolutionnel, donc avec une architecture similaire, en fait similaire à ce qu'on vient de voir, simplement les matrices W ont une structure particulière. Hop, voilà. Donc je passe à la suite. Et bien la question c'est que voit-il ? Et en fait, donc ici c'est un papier de 2014 dont sont extraits les résultats. Donc on va essayer de regarder un peu ce que voit ce réseau de neurones. Donc finalement, lorsqu'on passe d'une couche à l'autre, est-ce qu'on a un peu cette même intégration ? Donc est-ce que les premières couches vont voir pareil des coins, des bords, avec une intégration des features au fur et à mesure qu'on progresse dans le réseau de neurones. Donc cette architecture, c'est une architecture maintenant qui commence à être plutôt ancienne. D'ailleurs, à l'époque, là, c'était sur 2 GPU parce qu'il n'y avait pas assez, quand vous voyez la séparation, parce qu'il n'y avait pas assez d'espace sur un seul GPU. Maintenant, c'est sans problème. Et donc, il y a 5 couches donc convolutionnelles et puis 3 couches pleinement connectées. Et donc, cette architecture a été entraînée sur un jeu de données qui contient 1,3 million d'images et 1000 classes. Et en fait, ce qu'ont regardé Zeiler et Fergus dans leur papier en 2014, c'est finalement ce qui active
maximalement un neurone donné d'une couche donnée. Donc ici, ce qu'on voit ici, c'est pour 9 neurones pris au hasard dans la couche 1, ce qui active maximalement ce neurone-là. Et puis, une fois qu'on reprojette dans l'espace des images, à quoi ça correspond. Et pareil ici pour le niveau numéro 2. Donc ici, on a, au lieu d'un seul exemple, on a 9... au lieu d'un seul de ce qui active maximalement, on a les 9 activations maximales pour un neurone donné. Et puis, une fois à droite ici, on a reprojeté dans l'espace des pixels. Et donc, on voit ici que, par exemple, ce neurone-là, il est activé maximalement par des rayures qui sont comme ça un petit peu circulaires. Alors que ce neurone-là, ici, il est activé maximalement par des rayures, mais cette fois-ci droites. Ici, ce neurone-là, voilà. Donc ici, on voit qu'on retrouve ici un peu l'idée des coins et des bords. Ici, l'idée de l'intégration de ces coins et de ces bords pour former des formes. Et puis ici, dans les couches 4 et 5, l'idée d'intégration de ces formes intermédiaires. Donc ici, pareil, hein, on a on a pour des neurones pris au hasard les 9 activations maximales pour ces neurones-là, et puis la reprojection dans l'espace des pixels, la déconvolution. Et donc ici, on voit que par exemple, ce neurone-là, il est activé maximalement par des visages de chiens. Alors que ici, par exemple, lui, il est activé maximalement par des pattes d'oiseaux, enfin d'autruches d'ailleurs, peut-être, non. Alors, des longues pattes d'oiseaux. Et puis ici, enfin, le niveau encore au-dessus. Donc déjà, on avait déjà là le visage de chien. Et ici, là, on voit qu'on on est arrivé au chat. Ici, on a... chat, non d'ailleurs, je dis une bêtise. C'est des chiens, visiblement. Des chiens, oui. Ici, un œil. Ici, une roue. Et ici, ici principalement un visage. Voilà. Et donc ici, ça permet, donc cet article intéressant permettait de regarder un peu, et bien finalement, ce que voient les neurones dans différentes couches et de tracer un parallèle avec le cortex visuel. Voilà. Donc ça, c'était pour une partie rapide sur les réseaux de neurones. Et je vous conseille de beaucoup les très bonnes slides d'Hugo La Rochelle, et j'ai aussi mis d'autres ressources dans la dernière slide. En conclusion, je voudrais peut-être dire quelques points pratiques avant de commencer un projet. Donc le machine learning, hein, comme vous avez vu, c'est loin d'être de la magie. Donc notamment s'il n'y a pas de données, ou si les données n'ont pas d'informations pertinentes ou sont de mauvaise qualité, ce ne sera pas possible d'en extraire des connaissances. Ce ne sera pas non plus possible d'extraire des connaissances pertinentes sans contact suffisant avec le terrain, c'est-à-dire qu'un machine learner ou un data scientist doit avoir une visibilité et une connaissance suffisante sur le problème, sur le contexte, sur les données, et être en contact avec les experts métiers. Et je pense que, donc avant de commencer, c'est important de réfléchir aux contraintes du problème qu'on souhaite résoudre. Et donc voici quelques critères de difficulté qui peuvent permettre de juger si finalement s'attaquer à un problème donné sera facile ou plutôt difficile. Donc si les données sont rares, ou si typiquement si par exemple c'est la classification binaire et vous avez beaucoup d'exemples de 0 mais très peu d'exemples de 1, c'est beaucoup plus difficile que si vous avez 50-50 de 0 et de 1. Si les données sont bruitées ou s'il y a des données manquantes, c'est pareil, c'est moins facile. Si les données sont du texte ou de la vidéo, c'est moins facile que si c'est sous une forme matricielle. Et enfin, il y a un point qui est assez important, c'est que si c'est des données qui sont recueillies au cours du temps,
Donc, c'est-à-dire que typiquement, par exemple, on peut penser à des données de fraude, mais on peut penser aussi juste au fait que le monde évolue et que eh bien, les gens n'ont pas un comportement constant au cours du temps, eh bien, ça veut dire qu'il faudra tenir compte du fait que les données sur lesquelles vous apprenez évoluent au cours du temps. Si vous n'avez pas accès à des experts sur le sujet, ce sera beaucoup plus dur. Et enfin, il peut y avoir des contraintes sur le modèle pour d'excellentes raisons telles que le respect de la vie privée ou encore eh bien, ce qu'on appelle fairness, mais le fait que le modèle ne soit pas discriminatoire vis-à-vis, je ne sais pas, de certaines minorités, eh bien, dans ces cas-là, il va falloir mettre en place des procédures et des contraintes effectives sur le modèle afin de les respecter, mais ça va potentiellement rendre le travail plus contraignant. Voilà. Et donc, en conclusion, eh bien, si vous allez sur mon GitHub et il y a le lien à la fin, il y a un petit exercice, enfin un mini TP avec des données où vous pourrez télécharger une matrice de features pour prédire le mode d'action des médicaments en fonction de l'aspect des cellules sur l'image. Donc, c'est des données qui sont disponibles, qui sont publiques, hein, qui ont été publiées, qui correspondent à des images de cellules fluorescentes après 48 heures d'exposition à un composé chimique. Les features décrivent comment les cellules diffèrent des contrôles négatifs par rapport, par exemple, à leur texture, à leur forme, à leur intensité. Et le but, c'est de pouvoir dire, eh bien, ça, c'est la classe d'action C, ça, c'est la classe d'action A, cette molécule est inactive, et puis ici, on a les contrôles négatifs. Et voilà, ici, il y a le notebook que vous trouverez sur mon GitHub. Il y en a un en français, un en anglais. Donc voilà, choisissez vos préférés. Et ici, en conclusion, voilà, quelques ressources. Et puis, je vous remercie pour votre attention.